Recording in progress. Ça me fait toujours marrer ça. Je vous propose de commencer ce premier rendez-vous d'une longue série, j'espère, de rendez-vous Nous sommes vivants. Et aujourd'hui, on va parler de permaculture humaine. Et ces rendez-vous visent à nous mettre en mouvement vers des séjours de 3 jours dans des écolieux qui s'appellent des Regeneration Camp. Et voilà, j'aimerais qu'on se réunisse au fil des saisons dans différents lieux, en France, autour de Paris ou loin de Paris, pour se régénérer. Nous sommes vivants, c'est une association qui porte la transition écologique dans les entreprises, via l'innovation et la transformation. Et notre angle d'approche, c'est la régénération, concept qui était très nouveau il y a quelques années et qui commence à se diffuser avec cette prise de conscience que nous sommes tous vivants, que nous sommes des êtres vivants comme les autres êtres vivants sur Terre, et aussi du fait qu'on a dépassé les limites planétaires sur pas mal de choses, encore plus que le climat, et qu'aujourd'hui, en tant qu'humains, nous devons régénérer les écosystèmes, intervenir sur la biocapacité des écosystèmes pour les régénérer. Et sur la planète où nous sommes tous vivants, il y a des êtres humains. Et la permaculture humaine, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé bon de faire ce soir avec notre invitée, Anne-Laure Nicolas du Bois du Barde, qui va donc partager son expérience acquise voilà, au fil des mois, des années, en questionnant, en rencontrant des gens, en essayant, en se plantant, en faisant des miracles. Et on va commencer par voilà, qui elle est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Parce que la permaculture, c'est aussi reprendre contact avec le sol pour mieux reprendre contact avec soi. Donc, on va commencer comme ça. Bonsoir tout le monde. Merci Jérémy pour cette invitation. J'ai été très touchée aussi que tu viennes jusqu'au Bois du Barde pour le festival Oasis le 25 septembre. C'était chouette que tu puisses du coup pouvoir te projeter sur le lieu. Donc moi je suis la cofondatrice et la co-coordinatrice du PTCE, ça s'appelle Pôle territorial de coopération économique Écodomaine le Bois du Barde. Donc je suis en Centre-Bretagne, en Crest-Braise à Mélionec. Donc c'est vraiment le milieu de la Bretagne. Je suis au sud des Côtes d'Armor, mais à 2 km du Morbihan et à 15 du Finistère. C'est pas si perdu que ça parce qu'on peut quand même y venir facilement avec les transports en commun, je tiens à le préciser. Donc, du coup, le Bois du Barde, je vais commencer par vous expliquer ce qu'il est aujourd'hui et aussi l'évolution en fait de son histoire. Et comme le dit Jérémy, ben, en fait, ça a commencé avec une ferme agricole en fait. Donc, on est sur une ferme de 24 hectares qui est en arboriculture fruitière, pommes à cidre. On est en pleine récolte en fait des pommes à cidre en ce moment. Et puis aussi sève de bouleau. On est les premiers récoltants de sève de bouleau en vente directe en Bretagne. On fait plus de 6 000 litres par an sur la partie agricole. Aujourd'hui, on est un PTCE, comme je disais, c'est un gros mot, un jolistique comme en France, on sait les faire. Les PTCE sont nés en 2013-2014. On dépend de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, comme les SCOP et les SKIC qui sont plus connus aujourd'hui. Le secrétariat d'État à l'ESS a d'ailleurs lancé un appel à manifestation d'intérêt depuis 1 an et demi pour développer la construction des PTCE en France. Donc, à ma connaissance, on est plus de 70 actifs en France aujourd'hui, mais on est le seul modèle à être sur une ferme paysanne à taille humaine, en fait. Dans ce projet, l'idée, c'était au fur et à mesure des années de développer des activités qui vont se mutualiser et du coup utiliser les principes de la permaculture économique, puisque en fait, on partage les moyens humains, financiers, économiques, matériels, pour que chaque structure puisse travailler en symbiose les unes avec les autres. Donc, je vous ai parlé de la ferme, mais du coup, il y a encore 3 autres structures. Il y a une structure qui fait de l'accueil touristique, qui a l'écolabel européen depuis 2018. On est en aire naturelle de camping et il y a 2 yourtes et une roulotte. Sur cette partie accueil, on a une capacité de 100 personnes. Donc, on est vraiment un tout petit lieu. On reste à taille humaine. On a une cuisine commune de 25 mètres carrés qui permet à chacun de pouvoir être autonome.
Et du coup, on est en SAS, Société Anonyme Simplifiée, et on est en train d'essayer de construire une scope, mais il faut 2 ETP, 2 équivalents temps plein. Et donc, c'est ça qu'on est en train de construire et de développer depuis quelques temps. Et suite à ça, il y a 2 associations. Une qui est là pour animer le lieu, qui est construite en collégial. Donc, si vous avez des questions, je vous expliquerai après. N'hésitez pas à noter les choses que vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas. Une collégiale, du coup, qui va animer le lieu à travers des séjours pédagogiques pour enfants, en français et en breton, puisque nous, on a notre spécificité aussi, c'est de parler le breton et d'accueillir et de sensibiliser à la pratique de cette langue dans le cadre de notre accueil. Et aussi des visites pédagogiques, de la médiation animale. On anime aussi le lieu à travers des événements culturels. Donc, on a un festival jeune public tout l'été, on a des portes ouvertes, on a un Fest-Noz le 14 août, et on développe aussi des expositions d'artistes en fait sur le lieu. Et après, la dernière association, elle, c'est une association classique, président, secrétaire, trésorier, mais celle-ci, elle a pour vocation de mettre en place des formations sur le lieu, soit les nôtres, soit d'accueillir d'autres personnes qui souhaitent utiliser le lieu, mais aussi dans un devoir d'essaimage aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure des années, on est venu nous solliciter. On travaille principalement avec l'UBO, l'Université de Brest occidentale, sur des pluridisciplines, je ne sais pas si je le dis bien, mais que ce soit en urbanisme, en sociologie, en écologie et d'autres thématiques. Et puis, on a lancé des discussions avec Lyon 2 et Capitole à Toulouse dans certains diplômes. L'idée de l'essaimage aussi, c'est que comme on est le seul lieu à fonctionner comme ça en France, c'est d'ouvrir des esprits et de partager notre expérience, puisque on n'est pas des gens qui avons forcément fait des études, mais des gens de terrain. Et on trouve ça important aujourd'hui de montrer notre expérience pour pouvoir montrer d'autres façons de faire et d'autres façons d'être, en fait. L'histoire du Bois du Barde, elle a commencé au niveau économique il y a 11 ans, mais c'est avant de devenir un collectif économique, en fait, on était surtout un projet familial où en 2006, on a commencé à construire une maison en paille sur le lieu, sachant que le père de mes enfants, lui, a grandi sur le lieu, mais voilà, il était parti et il est revenu ensuite. Et que la partie économique en 2011, il y avait déjà quand même 2 structures qui étaient la ferme agricole avec la partie touristique et puis l'association d'éducation populaire qui s'occupait des séjours de vacances. La raison d'être de tout cet ensemble, c'est la transmission des transitions. Alors, c'est des gros mots qu'on utilise aujourd'hui parce qu'en termes de communication, ça parle à beaucoup de gens. Mais dès le départ, il y avait vraiment cette envie de faire de la pédagogie et de la transmission de valeurs simples, de faire du lien à la nature et de partager des liens. Par exemple, moi, je suis animatrice poney de formation et c'était vraiment, le poney pour moi était un lien, un médiateur, surtout avec les enfants, puisque c'est mon public privilégié au départ, et de faire ce lien de connaissance de soi par rapport à l'animal, de soi par rapport à son environnement et comment on se positionnait dans tout ça. Donc ça, c'est vraiment le cœur du lieu et son ADN premier. Et aujourd'hui, ça s'est développé au fur et à mesure du temps, puisque durant ces 11 dernières années, au fur et à mesure, on a accueilli des woofers longs, on a eu des salariés associatifs, et toute notre expérience autour de l'humain et de comment on a décidé de mettre en place une gouvernance dont je vais parler après, pour que chacun soit respecté et que soit entendu, en tout cas dans ses décisions, toutes ces expériences-là découlent de où on en est aujourd'hui, en fait. Voilà. Le point de départ, c'était une volonté pour toi d'habiter autrement sur Terre et d'avoir un habitat collectif, et tu as croisé le putain de facteur humain sur ce chemin-là, c'est ça? Alors, je voulais que surtout ça fasse sens pour moi, et que ça m'anime tous les jours. Tout ce que je fais, ça m'amuse. J'ai pas de réveil. Ça fait tous les jours, je dis souvent, ça fait sens pour moi de me lever, même si j'ai des jours avec et des jours sans, comme tout le monde. J'ai des émotions. Mais en fait, à force de passer en collectif, c'était comment informer les autres de quelle est la vision du lieu, quelle est sa mission et donc sa raison d'être, et comment on arrive que chacun trouve sa place dans ce pulse, en fait. Et donc, confronté au PFH, au putain de facteur humain. Et moi, j'étais vraiment
très séduit par ton approche de la permaculture humaine. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'approchent, enfin qui ont des approches et la tienne, me semble, enfin m'a parlé, profondément sur des questions que je me posais et où j'avais pas trouvé de réponse. Donc je suis ravi que tu puisses partager ça avec, tout le monde et surtout en partant de toi, de qui tu es, de votre lieu, de ta vision, parce que c'est la tienne avec, à l'origine avec, celle de Gilles. Donc je pense qu'on va passer un bon moment ensemble et on va procéder comme ça. Elle va parler et on va avoir 15 minutes de questions-réponses en 3 séquences. Donc voilà, c'est assez interactif et c'est vous qui faites, aussi la soirée avec vos questions, vos remarques, vos contributions. La permaculture humaine, donc ça reste quelque chose d'assez nouveau, qui, pour certains, fait écho avec, l'écologie profonde, d'autres avec, peut-être, les principes de gouvernance sociocratique. Et puis bon, voilà, moi je suis animateur de la fresque du facteur humain, donc c'est vrai que ça on en a parlé ensemble et comme un idiot, je suis pas venu avec la fresque facteur humain, à cet événement, au Bois du Barde, où finalement j'aurais très bien pu le faire. Mais bon, je vais revenir pour un Regeneration Camp et on le fera. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le lieu, sur ce qui a motivé Anne-Laure, voilà, sur les dimensions économiques, sociales, culturelles du lieu? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Juste, avant que quelqu'un ait une question, j'ai oublié de dire quand même, on était aussi un habitat participatif et qu'il y a 3 enfants sur le lieu. On a été jusqu'à 12 habitants. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 parce que là, il y a eu plusieurs départs, mais qui ne vont pas très loin et qui restent actifs et bénévoles sur le lieu. Mais certains ont fait des choix de vie, pas parce que ça allait pas, mais parce que, en tout cas, dans leur cheminement de vie, ils ont fait d'autres choix. Soit c'est quelques personnes qui se sont mis en couple et qui ont acheté à côté, ou un bébé qui arrive. Mais en tout cas, voilà, on a été pendant 2 ans, une douzaine à vivre ensemble, certains en hébergement léger ou réversible. Voilà, je voulais juste préciser parce que j'en ai pas parlé. Merci. J'ai mis le lien du boisdubarde.bzh dans le chat. Et donc, Cécile, tu as une question? Oui, oui. Bonsoir à tous. Alors en fait, en partie, bonsoir Anne-Laure, tu as répondu en partie à ma question parce que justement, les esprits se tournent beaucoup actuellement vers les écolieux, finalement les habitats communautaires d'une certaine manière. J'appelle ça comme ça. Après, je ne suis pas une spécialiste en fait des écolieux et de la manière dont on les nomme en fonction de leurs différentes dimensions, de leurs différentes organisations. Mais la question c'est, est-ce que justement le Bois du Barde a cette vocation-là? Est-ce que c'est un objectif aussi finalement de développer l'habitat collectif avec l'habitat participatif? Voilà, et donc ça a déjà existé. Est-ce que c'était uniquement un partage finalement des lieux avec, est-ce qu'il y avait également par exemple des participations à des activités communes, comme je sais pas moi, le potager ou des communes, certaines activités ou même certaines actions ménagères, comme on peut le voir dans certains lieux. Comment en fait c'était, comment c'est et comment tu le vois? Merci Cécile. C'est assez complexe, on a des chartes, on a des règlements intérieurs. Alors je dis ces mots-là, ça fait peur à certains aujourd'hui, mais en même temps, c'est pour justement poser les besoins et les limites en termes de fonctionnement. Ça, c'est notre fonctionnement. Je sais qu'il y a d'autres lieux qui font autrement. Parce qu'en fait, on est devenu habitat participatif en 2018 parce que le père de mes enfants a un handicap cognitif et on a porté tout seul vraiment pendant 5 ans et que clairement aujourd'hui, moi j'ai une grosse fatigue cérébrale liée à ça avec beaucoup de flux émotionnels et tout. C'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de créer des écolieux et je trouve ça génial depuis la crise sanitaire, il y a 2 ans et demi, qu'il y ait vraiment une émulation et des changements de paradigme et tout. Mais en fait, c'est pas simple et ça fatigue de vivre sur un lieu et de le créer, de le fonder. Donc, on a des chartes, effectivement. Après, le foncier aujourd'hui m'appartient avec Gilles. Ça fait longtemps parce que nous, on a déconstruit aussi des schémas de la société occidentale classique, la notion de propriété, la notion de l'argent, la notion du temps d'heures allouées au collectif, par exemple. Ça, c'est des questions qu'on a déconstruites individuellement parce que dans notre fonctionnement et grâce à la permaculture humaine, on s'est rendu compte que pour un objectif, quelqu'un va mettre 2 jours et une autre personne va mettre 3 heures.
et qu'en fait, on n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Donc, nous, on fonctionne plus. Alors là, je dérive un peu sur le thème d'après, mais on a des responsabilités chacun quand on est sur le lieu. Et lié à ces responsabilités que chacun met en casquette, on a des devoirs et des engagements. Et des objectifs à atteindre, quoi. Et pour le collectif. Donc, du coup, on a déconstruit certaines choses, comme je disais. J'essaye de reprendre le bout de ma pensée par rapport à ce que tu posais comme question. Nous, dans le collectif, les gens qui viennent au Bois du Barde, aujourd'hui, on a mis un don d'entrée, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois, parce qu'on a aussi eu des réflexions à l'intérieur des notions d'engagement, justement, parce qu'on a envie que les gens restent un peu plus longtemps, mais en même temps, on est soucieux que ça soit accessible à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, on a essayé de trouver un entre-deux. Notre don d'entrée, il est à 2 000 € max, avec des possibilités d'étalement des paiements, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ça. Et ceux qui sont venus, en fait, ils n'auraient pas pu œuvrer et aggrader le projet si on avait mis un droit d'entrée comme certains lieux. Et ça, je ne juge pas, c'est toujours pareil. Mais nous, en fait, on a mis ce prix-là parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on avait quand même envie que les gens, quand ça ne va pas, ou quand ils se questionnent, de se poser vraiment des questions et de dépasser la zone de confort, en fait. Ok. Juste, excuse-moi, parce qu'en fait, pour bien comprendre, quand tu dis qu'il y avait 12 personnes qui habitaient, enfin 12 familles ou personnes, c'était un type locatif. C'est ça, en fait, non? Non, ils ne payaient rien du tout, sauf, en fait, pour l'alimentation, parce qu'on a une vie en commun qui est très importante. Et d'ailleurs, on a répondu à une recherche-action d'Anne Lechêne, financée par l'ADEME et la coopérative Oasis, où il y a d'ailleurs le 10 novembre à Paris, dans les nouveaux locaux d'Oasis 21, il y aura une retransmission de 3 recherches-actions financées par ces 2 structures. Et nous, on a participé à 2 des recherches-actions sur les 3. Et on a beaucoup de communs. On mange ensemble tous les midis. On partage tout ce qui est alimentaire. Donc, du coup, tous les mois, chaque individu met 150 € dans le pot commun pour tout ce qui est frais. Et après, c'est les structures économiques qui payent tout le non périssable. On a un référent, enfin, on avait, parce que là, on est en mouvement, mais on avait un référent maraîcher. On a plus de 4000 m² de potager. Et puis voilà, on a des référents comme ça qui ont des responsabilités sur le lieu. Par contre, notre particularité, c'est d'avoir l'expérience de la partie économique et de la partie habitat participatif. Nous avons des habitants qui travaillent à l'extérieur, mais aujourd'hui, on a fait un partenariat avec une coopérative d'accompagnement à l'emploi pour pouvoir avoir des entrepreneurs qui soient en portage sur le pôle et qui habitent à l'extérieur, pour qu'en fait, ça soit pour eux, parce qu'on ne veut pas être en autarcie sur le lieu, quoi. Ok, merci beaucoup Anne-Laure, merci. Est-ce que je peux demander une précision? Est-ce que tu l'as mise dans le chat? Oui, c'était le droit d'entrée. Ça veut dire que quand on veut venir visiter… J'ai répondu à la question sur le chat. Alors, je ne comprends pas très bien ta réponse. Voilà. Ok, bon, donc… Un dossier, c'est-à-dire quel dossier? C'est le dossier de vouloir participer au lieu? C'est un dossier… Le don d'entrée, c'est pour les… Voilà, je vais le faire rapidement. Si tu veux rejoindre le lieu et que ton dossier est accepté et que tu vas le rejoindre, l'équipe te demande de verser au pot commun 2 000 €. D'accord, c'est un don. Dans la même logique, je crois qu'un salarié associatif, c'est juste un salarié de l'association, non? Oui. Aggrader le lieu, j'ai répondu. La charte, le règlement intérieur, au-delà d'être dans un dossier consultable, ils sont en ligne sur le site, non? Non, mais ça, on les donne, c'est en accès libre sur un Padlet. Donc, c'est les gens qui ont envie d'avoir… moi, là, je ne sais pas trop comment avoir accès, mais on peut le fournir si les personnes nous envoient un mail. Je te donne ton email et tu me l'enverras. Oui. Ok. Et donc là, une question qui était un peu de clarification sur l'ambition, ta vision. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que finalement vous proposez aux gens? Parce que comme il y a une petite constellation, des fois les gens ne savent pas. Alors, je vais voir si j'ai bien compris. C'est chaque habitant. Venir au Bois du Barde et y vivre avec vous, pourquoi ça a de la valeur? Parce qu'on vit dans un lieu génial. Non, mais parce qu'on s'y sent bien. Nous, en tout cas, on a la chance de vivre dans un endroit qui est très préservé. On n'a pas de pollution lumineuse, pas de pollution sonore. Il est très, très chargé énergétiquement aussi, parce que le Centre-Bretagne est très chargé en énergie avec le granit et tout ça.
En tout cas, on s'y sent bien, nous, et ça, c'est le premier truc qu'on trouve important. On est aussi sur un territoire, le Crèze-Bresse, qui est aussi plein d'initiatives citoyennes. Notre village de 420 habitants a une SCOP de boulanger, a une SKIC de producteurs locaux, un café-librairie, une bière nature et progrès, un festival du film documentaire. Enfin voilà, on est aussi sur une dynamique de territoire qui est super importante en fait. Donc c'est au-delà de vivre au Bois du Barn, c'est de vivre sur un territoire qui est déjà très, très riche. En venant au Bois du Barde, j'ai fait un blablacar avec plusieurs personnes assez jeunes. Et il y a une des personnes qui s'est présentée à tout le monde comme étant il a dit quoi? Un sans-papier. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, pourquoi, jeune homme, les cheveux rasta, enfin voilà, comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est étrange de se présenter comme ça. En fait, en discutant avec lui, il a décidé de quitter la société et de s'installer dans un village, mais lui tout seul, dans une petite cabane, et il vit dans une cabane. Et il disait que cet été, quand il a planté des choses pour manger, cette année, comme il y avait une pénurie d'eau, il y a des animaux qui ont mangé ces plantations parce qu'ils avaient soif. Il disait déjà que voilà, donc ça devient difficile de de vivre à la campagne, alors que quand même la Bretagne, c'est assez fertile, quoi. Et il disait qu'il y avait 6 maisons vides et que maintenant il n'y en a plus qu'une, pour pouvoir y habiter, je suppose, en payant. Et donc là, ce que propose, ce qu'on nous propose, en fait, c'est un lieu de vie alternatif, voilà, qui est habité par ses habitants, qui vivent en communauté et qui, à la fois, dans son cas, il faut couper des pommiers qui sont tombés par terre, aller nourrir les poules, peut-être entretenir la yourte, voilà, et puis le plaisir d'avoir des scolaires qui viennent pour faire un camp l'été, puis là-bas, il y a beaucoup de musique et de culture bretonne, donc ça danse et ça boit breton. Donc voilà, c'est un lieu de vie partagé, ce qu'on appelle donc un écolieu. Pour en savoir plus, il y a les oasis. Et les oasis définissent 2 types de lieux, des lieux sur lesquels on habite et des lieux qui sont ressources, qui sont juste des lieux pour se ressourcer culturellement, intellectuellement. Voilà, hein, c'est ça, les oasis. Parce que tu fais partie des réseaux des oasis. Oui, depuis 2014, oui. Et du coup, nous, on a été au Oasis Ressources. Et ensuite, on est devenus les deux, puis en ayant des habitants qui sont venus intégrer le lieu, quoi. Donc, pour ceux qui veulent savoir plus sur ces concepts-là, c'est vrai que la coopérative des oasis essaye un petit peu de théoriser, conceptualiser les choses. Et accompagner, oui. Et ça fait partie du réseau des colibris. Alors, petite question pratique, et après on passera au sujet qui nous réunit. Accepter des personnes en passage pour découvrir le lieu. Et est-ce que ça ressemble aussi à la cité d'Auroville en Inde, à une autre échelle, je crois? On n'est pas assez pour être Auroville. Mais, et puis, ce n'est pas une volonté forcément d'être à Auroville. Par contre, par rapport… c'était quoi la première question? Accepter des personnes de passage pour découvrir le lieu. Comment ça se Ah oui, passe? pardon. Du coup, on accueille en woofing et en adhérant au réseau Woof France. On passe par le réseau Woof France pour des questions d'assurance, parce que des fois, les gens nous demandent, mais aussi par rapport au droit du travail, parce qu'on est quand même un lieu où il y a des entreprises économiques et que du coup, comme ça, il y a quand même une protection dans les deux sens. Les gens qui viennent avec Woof France, c'est 15 jours minimum, sachant que là, on est complet jusqu'au mois de mars, hein, parce qu'on est quand même pas mal demandé. Alors, des fois, il y a des désistements du dernier moment, donc il y a des gens qui arrivent à trouver des petites fenêtres. Et sinon, on a sur notre site internet, les gens peuvent venir aussi. Il y a des week-ends en immersion en hiver. Vous dormez dans la roulotte et on vous accueille. Voilà, on vous explique comment on vit. Vous participez à certains temps, si vous voulez, un peu comme un woofer pendant le week-end. Voilà. Et sinon, il y a des repas partagés une fois par mois. Et puis après, il y a toute la partie accueil touristique qui est ouverte de début avril à début novembre. Mais sachant que là, on prévient quand même les personnes que quand ils viennent sur la partie touristique, nous, on n'est pas forcément disponible, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent sur les écoliers en disant « Bonjour, je viens visiter et tout ». Mais nous, c'est aussi notre lieu de vie. Et suivant notre énergie et ce qu'on a à faire, en fait, on n'est pas toujours disponible. Donc, quand on peut se rendre disponible, on le fait.
mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je préfère prévenir. On va passer au cœur du sujet. Emmanuel nous lance aussi là-dessus. Donc, je crois que tu as envie de parler de sociocratie pour parler de comment interagir dans un projet collectif et du facteur humain. Et que après, tu veux parler de permaculture humaine avec cette notion de comment chaque humain peut trouver sa juste place et retrouver du sens. Et c'est important, cette juste place. Et d'en prendre soin de chacun. Alors d'abord, on va parler de sociocratie. Alors c'est vrai que le concept de sociocratie, pour certains, quand même, on le connaît. Mais toi, tu as une approche et une expérience de la sociocratie que tu as envie de nous partager. En plus, dans le lieu. Dans le lieu, avec l'expérience qu'on en a acquise, hein, parce qu'on fait de la sociocratie adaptée à notre expérience aussi. L'idée, c'est un outil, c'est de s'en inspirer et de l'adapter aussi à nos fonctionnements et de ne pas en faire un dogme à tout prix. La sociocratie, elle est arrivée au Bois du Bard en 2015 parce que souvent, dans les salariés qui étaient présents ou des woofers-longs, en fait, ils avaient l'impression que Gilles et moi, étant propriétaires du foncier, on avait un droit de veto sur tout. Et moi, je n'aimais pas ça du tout. J'avais vraiment envie que les gens, en fait, s'approprient le projet, puissent se sentir libres d'initier des choses. Et c'est comme ça que la sociocratie est arrivée. Et du coup, dans la foulée, j'ai fait une formation de manager coopératif où, du coup, j'ai approfondi pardon, j'ai des bugs en fin de journée, ma posture aussi, parce que moi, j'ai fait un burn-out, et du coup, en 2014, et j'ai fait une thérapie Gestalt aussi, mais ça m'a vraiment permis de travailler sur moi et de retravailler mon estime de moi et d'assumer ma vision. Parce que je trouve je ne sais pas si certaines personnes connaissent le concept de personne source de Peter Koenig, mais c'est pas simple. J'en parle à tout le monde maintenant. C'est pas simple d'assumer, en tout cas à une certaine période, de cette posture. Je suis ravi qu'on en parle ce soir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que plus dans l'expérience, on est aligné en tant que personne source avec sa vision, plus ça clarifie aussi autour de soi, en termes d'énergie surtout. Moi, je trouve c'est impressionnant. Donc, la sociocratie, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée dans cette posture-là, parce que ça me permettait d'être garante de cette vision globale que je pouvais avoir du projet et d'être cette vigie. Moi, j'aime bien la métaphore du bateau où, en fait, nous, on est un bateau et moi, je suis en haut et je suis juste en train de dire, parce que j'ai les capacités en permaculture humaine, je suis conceptrice et d'avoir cette vision globale de dire, attention, là-bas, il y a un banc de requins ou là-bas, il y a des rochers. Et du coup, là, ça m'a permis d'asseoir ça et d'être de plus en plus sûre de moi par rapport à ça. La sociocratie, du coup, c'est une gouvernance partagée. Moi, je l'entends par rapport à l'holacratie, l'humain, il est vraiment plus la priorité dans le projet. En tout cas, c'est comme ça que je vois la différence entre les deux. Après, je connais plus la sociocratie. Donc, on a un fonctionnement, on n'utilise pas les 4 piliers, mais au moins 3. Donc, les 4 piliers, je vais les redire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le fonctionnement en cercle, le mode de décision par consentement mutuel, l'élection sans candidat et le second lien. Donc, celui qu'on n'utilise pas au Bois du Bern parce qu'on n'est pas assez, c'est le second lien, qui permet entre les cercles, en fait, d'avoir quelqu'un qui monte l'information et quelqu'un de différent qui descend l'information. Comme on n'est pas assez, ça, c'est pas possible. Mais du coup, on fonctionne en cercle. Tous les semaines, on a un cercle opérationnel qui réunit tout le monde et où on a listé, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a chacun des responsabilités sur le lieu. Donc, quand on a été 12, il y avait 12 personnes qui avaient des responsabilités, le maraîchage, ils étaient 2 sur la gestion des récoltes de la ferme et sur la gestion des animaux. On est 2 co-coordinateurs. Il y avait un bricoleur. Voilà, il y avait plein de gens différents avec des responsabilités différentes. Et la réunion opérationnelle, en fait, ça nous permet de faire une liste par secteur, je vais dire ça comme ça, où il y a des besoins humains en plus. Ce qui permet, du coup, aux woofers qui sont invités à ces réunions-là ou aux personnes qu'on accueille, parce qu'on a des anciens woofers qui viennent, on a des copains. Souvent, l'été, il y a quand même beaucoup de monde qui passe au Bois du Bern. Et du coup, ça permet à chacun de voir là où il peut se rendre utile en fonction de ses compétences
ou en fonction de ce qu'il a envie d'apprendre, et du coup d'avoir la personne référente à ce secteur-là. Voilà, souvent on explique à tout à chacun comment on peut animer une réunion, et en fait tout à chacun peut l'animer, qu'il soit habitant, woofer ou quelqu'un de passage. On commence tous nos cercles et on les termine tous par des tours de météo, hein, comme beaucoup, ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui, pour savoir comment on arrive. Voilà, et comment on repart aussi, parce que des fois, il y a des tensions même dans des cercles tout simples opérationnels, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce qui est posé. Donc, on invite les gens à le dire avant de clôturer la fin. Après, sur la partie habitants, on a des cercles d'habitants tous les mois qui sont animés par quelqu'un du lieu. On utilise beaucoup Internet aujourd'hui, où on a un drive, où on pose les propositions et où on bloque 48 heures avant pour qu'on évite des montées émotionnelles, parce qu'on découvre des propositions 5 minutes avant la réunion. Donc, de pouvoir digérer les émotions et de réfléchir à une proposition d'amélioration. Voilà. Et puis, par contre, sur la partie économique, on a des cercles stratégiques une fois tous les trimestres. Donc, c'est un peu plus long parce que la partie économique fonctionne différemment, puisque chaque structure économique sont indépendantes les unes des autres, mais ont besoin aussi de recroiser les informations s'il y a besoin, ou les modifications dans certains projets. Et après, on a un cercle de sages aussi. Ce sont des gens qui ne vivent pas sur le lieu et qui ont un rôle consultatif sur des fois des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, on les informe de ce qui se passe tous les trimestres, et ils reviennent dessus ou pas, mais en tout cas, on a un garde-fou qui est celui-là. Sur les cercles… Pour les émotions, c'est ça, c'est le rapport aux émotions. C'est des gens qui sont pas sur place. Voilà, ils ont le recul, ce qui fait que dans certaines… On a changé de facilitateur il y a 2 ans maintenant. Et du coup, ce n'était pas simple de réfléchir à comment on procède et pourquoi on a envie de changer. Et du coup, ils ont été là en rôle de conseil, parce qu'ils ne sont pas dans les émotions du lieu, ils sont plus objectifs, quoi. Et justement, la dimension économique, tu as une façon d'en parler qui est particulière, parce qu'Emmanuel nous posait une question sur les KPI. Et toi, tu as une façon d'en parler effectivement de ça. C'est les objectifs qu'est-ce qu'il faut faire pour le lieu, quoi. L'idée n'est pas de faire beaucoup d'argent. L'idée, c'est de qu'est-ce qu'il faut faire pour le lieu et c'est quoi les perspectives, et gérer le stress que ça engendre auprès de tout le monde, quoi, pour y arriver. Oui. Alors, du coup, si je comprends bien, Emmanuel, elle posait quoi sur quoi? Les KPI, hein. Donc la quoi? économique, quoi. Ah oui. Mais du coup, nous, l'idée, en fait, sur le lieu, c'est déjà d'avoir un lieu où on s'épanouit et où on se sent utile. Donc, effectivement, on a des chiffres d'affaires sur la ferme. Voilà, on rentre là, on vend des pommes acides, on vend de la sève de bouleau, sur l'accueil touristique et tout. Mais l'idée, c'est qu'on prenne vraiment plaisir à ce qu'on fait. Mais malgré tout, comme on sait que l'argent est une énergie du 21e siècle, mais on n'est pas hyper… Enfin, moi, je le pose comme ça souvent, on n'est pas hyper fort pour faire du business, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas comment le dire. Mais on arrive à trouver un équilibre, mais qui peut provoquer du stress, parce que suivant les rentrées ou pas d'argent, ça reste complexe, en fait. Parce que même si aujourd'hui, beaucoup de gens encensent les écolieux et tout, bon, là, j'aborde ça comme ça, mais aujourd'hui, du coup, les nouveaux écolieux rentrent dans notre champ concurrentiel, mais ont une force de frappe et une force de communication qui est supérieure à la nôtre. Parce que ce sont beaucoup de gens qui changent de métier ou de vie, et du coup, ils ont des compétences que moi, j'ai juste développées en autodidacte, parce que je n'ai qu'un niveau bac. Et je dis qu'un, mais moi, ça me va bien d'avoir qu'un niveau bac. Mais c'est vrai que là, on arrive des fois dans des gens qui ont des compétences qu'on n'a pas, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais… Non, mais la dernière fois, tu t'expliquais comment je pense qu'on peut creuser un petit peu sur… parce que se fixer des objectifs, ça met une pression sur les gens qui doivent délivrer. Ah oui, mais alors, pardon, je n'avais pas compris. Les deux aspects, quoi. Quels objectifs vous fixez et oui. Comment tu gères le fait qu'il y ait des objectifs, mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc, voilà, j'avais pas compris. Mais chacun, en fait, dans ses responsabilités, effectivement, a des objectifs. Le fait d'être en sociocratie, ça permet d'avoir beaucoup de liberté aussi dans ses responsabilités.
Mais par exemple, si je prends l'exemple du potager, derrière, c'est quand même nourrir une partie du collectif. Et du coup, si la personne n'atteint pas cet objectif, en fait, c'est d'être là en soutien. C'est de dire, là, c'est ce qui s'est passé cette année au printemps. On voit que vous avez les semis, il y a du retard, ça n'a pas l'air facile. Et du coup, c'est d'aller voir, au lieu de stigmatiser les gens et d'avoir du stress, du coup, lié à un objectif à se fixer, c'est se dire comment on peut être là en soutien, que ça soit en soutien humain. Est-ce que vous avez besoin que le collectif soit là plus présent pour faire des semis, pour planter, pour vous aider, ou en soutien financier, est-ce que, vu que vous avez foiré tous les semis, est-ce qu'on a besoin d'aller acheter des plants tout faits à un maraîcher d'à côté qui fait des plants et du coup, c'est là où on a le droit à l'erreur, en fait. C'est ça qu'on appelle aussi chez nous, on a le droit de s'essayer. Et parce qu'on en grandit dans tous les cas. C'est la faute à personne, hein, mais c'est comme ça, et que d'accepter aussi que ce qui arrive devait arriver, quoi. Ok. Donc, tu nous as parlé de la personne source. Donc, l'idée que voilà, je dis toi, hein, c'est bien toi ou c'est Gilles? C'est moi. Donc, tu es la personne source. Donc, voilà, maintenant, c'est clair. Tu es la personne source. Donc, les gens le reconnaissent. Et donc, ça fait du bien à son, voilà, aux besoins de reconnaissance que l'on peut avoir. Et puis, toi, tu te sens utile parce qu'effectivement, tu as une vision, tu es la conceptrice. Voilà. Il y a différents cercles. Dans ces différents cercles, les gens choisissent ce qu'ils font en bonne intelligence les uns avec les autres. Il y a des documents de cadrage sur les règles. Bien sûr, on est humain, donc des fois, il y a des émotions, donc on gère ça. Dans une réunion en intro ou en clôture, 48 heures avant, on donne des propositions pour ne pas acculer les gens à quelque chose en se disant, voilà, j'ai vraiment envie que ça se passe maintenant. Et puis, des fois, ce n'est pas le moment où ça a déjà été fait, ou où il y a des tensions, il y a des histoires relationnelles qui apportent un regard particulier sur quelque chose, des souvenirs, des fois, rien que ça, des souvenirs qui font que, voilà, et l'autre personne ne connaît pas ces souvenirs-là. Bon. On a vu un petit peu les questions économiques, tout en restant bienveillant. Donc voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose d'autre à ajouter dans ta présentation de la sociocratie? C'est comment prendre nos décisions. Comment prendre les décisions. C'est quand même important, ouais. Parce qu'on est sur le consentement mutuel. Donc, en fait, quand on a des propositions et que là, on a un tour en fait des participants pour savoir s'ils sont d'accord ou pas, en fait. Donc, s'ils sont d'accord, ils consentent. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils vont s'objecter. Mais on ne peut pas s'objecter juste parce qu'on n'aime pas ou parce qu'on ne trouve pas ça joli, enfin, que sais-je. On s'objecte seulement si ça dépasse nos limites personnelles ou ça dépasse les limites de la structure. Et quand on s'objecte, en fait, on ne dit pas juste non. On propose une amélioration à ce qui a été mis en avant. Ce qui fait que dans la situation, en fait, et c'est ça que moi je dis toujours, c'est la magie de l'intelligence collective, c'est comment, quand on n'est pas d'accord avec une proposition parce que ça vient nous toucher personnellement, par exemple, on arrive quand même à dire à l'autre, moi, ton idée, je la trouve sympa, mais je verrais ça plus comme ça. Je sais pas, quelqu'un a envie de tout peindre en jaune, et moi, j'aime pas le jaune, ça me fait mal aux yeux quand il y a le soleil qui se reflète. C'est de trouver un autre jaune, peut-être, plus foncé, pour que ça fasse moins mal aux yeux, mais que la personne, elle a quand même sa proposition qui aille dans son sens, quoi. C'est là où on refait le pont dans la relation, quoi. Voilà. Et puis, les élections sans candidat aussi, on pratique. Et donc là, on fait une fiche de poste des compétences et des capacités qu'on trouve que la personne doit avoir. Alors, je sais pas, je vais parler de l'animateur des cercles de nos réunions. Et puis, dans ces cas-là, on va tous voter et mettre en place l'élection sans candidat, quoi. Mais je ne vais peut-être pas trop traîner là-dessus parce que j'imagine que certains d'entre vous connaissent. Si certains ont envie que j'approfondisse, n'hésitez pas à le dire. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la pratique de la sociocratie? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus compliqué à faire dans la gestion du facteur humain, ou au contraire, en quoi la sociocratie t'a aidé à gérer le facteur humain? Que chacun puisse y trouver sa place d'expression, parce que qu'on soit extraverti ou introverti, donc les extravertis, ce sont les gens qui ont besoin de parler pour réfléchir, dont je fais partie, ou les introvertis qui ont besoin de temps pour digérer l'information et d'avoir des moments d'introspection pour s'exprimer. La sociocratie permet ce temps-là.
Et elle permet aussi, j'imagine que tout le monde connaît, enfin peut-être pas, mais tous les gestes pour dire pense à conclure, c'est super, enfin voilà, et où ça me fait réfléchir. Tous ces gestes-là aussi qu'on utilise en cercle, ça permet à chacun de trouver sa juste place. Là où moi je trouve que c'est très difficile, là où on en est nous en tout cas, c'est d'avoir la parole vraie, authentique, dans ce qu'on est en train de vivre. Et que c'est ça qui aujourd'hui est le plus complexe, à mon avis, dans les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Parce que partager les émotions qui nous traversent, déjà se rendre compte, mais on abordera ça un peu plus tard aussi dans le Zoom, mais d'arriver à analyser quelle émotion en fait on a qui est en train de vivre en nous, de se dire quel besoin il en découle, et puis d'arriver à l'exprimer à l'autre. Tout ça, c'est des processus qui sont individuels et qui sont longs à intégrer, parce que tout le monde connaît la CNV, tout le monde connaît beaucoup de théories, et c'est chouette, aujourd'hui ça se développe et je trouve ça vraiment incroyable, mais aujourd'hui c'est comment on l'intègre en soi dans la pratique. Et c'est très, très complexe, en fait, je trouve, dans les fonctionnements qu'on peut avoir. Justement, question d'Emmanuel, toujours. N'hésitez pas à poser des questions vous aussi. Ça serait bien d'alterner aussi homme-femme. Quel processus sur la gestion de conflits incluant l'émotionnel? Donc, c'est ta propos. Merci, Emmanuel. Je pensais justement l'aborder après, mais c'est nous. Abordons-le après. Mais après, je peux le mettre maintenant, hein, ça fait un entre-deux aussi. Hein. Allez. Mais on a un système restauratif qui permet justement de garder le pont entre deux personnes où il y a des tensions et des conflits. Ça va de l'échange interpersonnel, parce qu'on se sent assez en sécurité pour dire à l'autre que ça ne va pas et d'en discuter, à notre chef sociocratique qui intervient en tant que médiateur. On a 2 facilitateurs extérieurs. Donc, on a un agenda de la parole qui est animé par notre facilitatrice extérieure une fois par mois. C'est important que ça soit quelqu'un de l'extérieur pour nous, parce que du coup, elle n'a pas la double casquette habitant et facilitateur. Et c'est un espace de parole où ce n'est pas un lieu de débat du tout, où chacun va poser dans un cadre de sécurité en son jeu ce qui ne lui a pas convenu et les besoins qui en découlent, sachant qu'un besoin n'est pas une obligation derrière, mais au moins que les autres entendent ce besoin. C'est aussi un lieu de célébration, parce que des fois, ce n'est pas que des conflits. Et puis notre deuxième facilitateur, il vient souvent l'été au Bois du Barn, ce qui permet d'avoir des temps aussi de collectif et d'échange. Dans notre résolution de système restauratif, on va jusqu'à un thérapeute extérieur. On a déjà eu recours à lui, hein, mais je trouve que le thérapeute, moi j'ai vraiment trouvé ça super, parce que j'étais dans le binôme qui a fait une thérapie, mais en même temps, il faut vraiment avoir envie de relationner avec l'autre. Et je pense que ça, on ne le fait pas avec tout le monde. Je pense qu'intuitivement, la personne avec qui je l'ai fait, on avait vraiment envie que notre relation, ça tienne et que ça fonctionne, et qu'on avait besoin d'apprendre à le mode d'emploi de l'autre, en fait. Mais dans tous les cas, dans les conflits et les tensions, si on n'a pas envie de refaire le pont avec l'autre parce que ça ne nous parle pas, et c'est pas grave aussi, c'est aussi de se poser la question de non, en fait, moi, je vois qu'il y a des tensions avec toi, mais j'ai pas envie, j'ai peur que ça me prenne trop d'énergie. Et c'est important aussi de s'autoriser ça, parce que dans un monde idéal que moi j'affectionne, hein, mais c'est aussi être OK avec qu'on peut ne pas être aimé par tout le monde, et puis on peut ne pas relationner avec tout le monde, hein. C'est pas dramatique non plus, quoi. Bon, passons. Alors, Cécile a une question, et après on passe à la permaculture humaine, parce que je vois leur tourner. Oui, je ne m'attarde pas. Hein. Juste, Anne-Laure, parce que j'écoute ce que tu dis, mais ça me sensibilise forcément, parce que c'est un peu mon sujet au quotidien, donc je ne peux pas m'empêcher de réagir. Donc, oui, en fait, je trouve très intéressant tout ce qui vient d'être dit, si tu veux, concernant justement l'organisation, les outils, la remise en question, le travail sur soi, parce qu'évidemment, quand on parle de permaculture humaine, si on se reporte à la permaculture d'origine, on est bien là en train d'assembler finalement des êtres vivants entre eux pour qu'ils puissent cohabiter et plus que cohabiter, en fait, s'épanouir et proliférer, enfin bref, voilà quoi, hein, dans de bonnes conditions. Donc, justement, sur cette thématique des émotions,
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout à l'heure, tu as dit, voilà, j'ai fait une formation de manager coopératif, j'ai fait de la gestalt, voilà, donc il y a quand même des outils, il y a une espèce de caisse à outils avec une conscience de la nécessité d'outils. Et dans l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est pareil. Il me semble intéressant peut-être d'aller compléter cette caisse à outils, et aussi parce que en termes de collectif, c'est assez ludopédagogique, ça crée aussi du lien, puisqu'on parle de second lien, par exemple, tu vois, donc ça peut être justement quelque chose qui alimente et qui fait qu'on travaille ensemble sur soi et aussi avec les autres. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce qu'il y a beaucoup d'outils dans Je cette… pense qu'on va revenir sur les émotions justement dans la permaculture humaine. Donc, dans la permaculture humaine, donc effectivement, ça vient de la permaculture. Donc, ça, je te demanderai de nous expliquer un peu le lien entre permaculture et écologie profonde et les humains. Et sur le site web, je vois que les principes fondateurs de la permaculture, sur le site que je pense que tu as écrit, duboisdubard.bzh, prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et du vivant, partager l'abondance. Donc, c'est vrai que ces trois principes fondateurs ensemble, je les trouve assez intéressants. Et en tout cas, il y a bien cette idée de prendre soin des humains qui doit être, à mon avis, peut-être, au cœur de la permaculture humaine. Mais tu vas nous en dire plus. Ben, en fait, tu as cité les principes mis par Holgram et Mollison, les Australiens qui ont créé le concept de la permaculture dans les années 70 et dont les enseignements aujourd'hui sont mis en place dans les initiations ou les CCP ou PDC, comme on dit en anglais, les cours de design pour apprendre à concevoir en permaculture sa vie. Parce qu'en fait, la permaculture en France reste quand même moins en moins, mais quand même assez bloquée au jardin et en agriculture. En fait, ça touche quand même 7 thématiques. Je vais juste les citer vite fait, mais il y a comment on habite, l'habitat, les nouvelles technologies, l'éducation et la culture, la santé, le bien-être, les finances et l'économie, et l'avant-dernier, c'est la gouvernance, et le dernier, c'est le jardin et l'agriculture. Dans tout ça, en fait, ce qui a été mis un peu de côté, mais qui était dans les principes que tu as cités, c'est quand même tout ce qui est autour de l'humain vraiment, dans la zone zéro, comme on dit en permaculture, et qui est finalement en diagonale de tout ça. C'est finalement quelle est notre place et qu'est-ce qui fait sens pour chaque individu, quoi. Moi, j'ai fait un stage d'une semaine avec Bernard Alonso de l'université de Lucite, je crois. J'ai oublié le nom. Université internationale. Mais Bernard, en fait, il avait créé une structure comme au Bois du Barde dans les années 90 au Québec. Donc, quand j'ai vu son travail, je me suis dit, waouh, ça va, je ne suis pas complètement perché. Il y a des gens qui ont une conception similaire à la mienne. Et du coup, Bernard, lui, il a conceptualisé la permaculture avec des niches. Des niches avec des thématiques. Il y a des thérapeutes, il y a des concepteurs, il y a des ingénieux, des embellisseurs. Je trouve que c'est déjà une première approche, en tout cas de prise de conscience. Mais moi, ce que j'ai pu observer dans la conception du Bois du Barde, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une case pour moi, et qu'aujourd'hui, c'est d'aller chercher qui on est profondément en soi. Mais comment le faire ? Ça, c'est plus complexe aujourd'hui, mais on a malgré tout beaucoup d'outils aujourd'hui, comme disait Cécile, autour par exemple de l'intelligence émotionnelle ou d'autres choses encore, des outils plus pratico-pratiques que certains connaissent en entreprise, le MBTI. Après, il y a l'énéagramme maintenant qui ressort un peu plus. Nous, on va plus loin. Alors là, certains connaissent peut-être aussi, mais c'est le Human Design. Enfin voilà, il y a des outils en fait qui nous permettent vraiment ça reste des outils. Il ne faut pas non plus rester figé, mais moi, en apprenant à me connaître à travers ça, déjà, ça m'a rassurée. Et puis, ça m'a permis aussi de voir comment les autres fonctionnaient, mais pas de le tenir pour acquis. Moi, c'est ce que je dis, c'est important. Ce n'est pas ce qui nous définit pleinement, mais juste d'avoir cette vigilance que systématiquement, moi, ma dernière fille, par exemple, elle ne range jamais ses affaires. En énéagramme, c'est une 7, c'est une épicurienne. Et elle fait tout dans la joie. Donc, si j'arrive à trouver un jeu pour lui faire ranger sa chambre, elle va y aller. Mais sinon, c'est juste pas possible, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Par rapport à la permaculture humaine aussi et de ce que nous, on peut vivre dans notre expérience,
Dernièrement, on a rajouté une petite ligne dans notre charte aussi, c'est que ce qu'on trouvait qui était important en chaque individu aussi, c'était de sortir du triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent, parce que dans le cadre des responsabilités que chacun peut avoir, des fois ça foire, et comme je disais tout à l'heure, c'est OK, mais c'est aussi de voir en nous ce que ça vient faire en fait. Et comme dans la relation à l'autre, si on estime que c'est tout le temps la faute de l'autre, et en fait, on ne va jamais avancer individuellement, puisque c'est toujours l'extérieur qui est de nous, qui est responsable de son point de vue. Donc nous, dernièrement, on a posé ça, c'était que les prochains habitants qui viendraient au Bois du Barn, en tout cas, on aurait beaucoup de discussions et d'échanges autour de ça, parce qu'on a remarqué que ça ne pouvait pas coller sinon. Parce qu'ici, on a déconstruit, tous ceux qui sont là aujourd'hui au Bois du Barn, ils ont déconstruit ça déjà. Donc, voilà, on pense que c'est vraiment une première marche pour le travail sur soi. Du coup, je pense qu'au niveau du cheminement de la permaculture humaine et de trouver qui on est, moi, j'ai noté des mots-clés que je trouvais important à vous partager, c'était se retrouver, parce que ce que je vois aujourd'hui, les gens qui passent au Bois du Barn, et on en a de plus en plus, ils ont suivi un parcours. Mon fils, qui a 17 ans, se pose les mêmes questions. Donc, ce n'est vraiment pas une question de génération, je pense. C'est une question de système sociétal où, à l'école, en fait, on ne leur donne pas forcément le temps de se connaître, de savoir ce qui se passe, ce qu'ils ont envie, ce qui les anime. Et donc, aujourd'hui, il y a un besoin de se retrouver, de se connaître. Donc, comme on parlait tout à l'heure des émotions et des besoins, parce que dans le relationnel à l'autre, quand il y a une émotion qui naît, derrière, il y a un besoin ou une blessure. Donc, après, moi, je lis beaucoup. Donc, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de Lise Bourbeau, voilà, ou Thierry Jensen aussi, avec la posture juste. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes d'aller toucher pour aller chercher qui on est vraiment en nous, sachant que c'est un parcours d'une vie, de toute façon, une fois qu'on a mis le nez dedans. Et puis, la deuxième chose que je trouvais intéressant, c'est aussi de retrouver de la joie dans ce qu'on fait. Donc, nous, notre lieu, même si quand on accueille les gens temporairement, on estime être un lieu aussi d'expérimentation pour les woofers et de savoir où ils vont prendre plaisir. Si ça va être au potager, si ça va être d'aller soigner les animaux, si ça va être de passer son temps dans l'atelier à bricoler, ou si on a eu des woofers, ils venaient d'apprendre à masser, ils voulaient être masseurs. Du coup, en fait, ils se sont testés. Alors, ça, c'est plutôt sympa avec les habitants. Mais voilà, c'est vraiment de se trouver là où ça nous fait sens en tant qu'individu. Qu'est-ce que ils auraient pu masser les animaux si ça les aurait détendus. Non, je rigole. Non, mais oui, si. Cet été, on a une woofeuse, elle faisait la communication animale. Donc, on était 3 à avoir des chiens sur le lieu, de prendre le temps, et elle disait ce que le chien lui transmettait, quoi. Bon, voilà. Après, on y croit pas. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, mais j'ai trouvé ça super chouette, quoi. Voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, et que je redis, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On est tous parfaits dans ce qu'on est, mais on est aussi tous perfectibles. Et que c'est important aussi de se l'accorder, parce que je pense que moi, je suis quelqu'un de très rigoureux, et des fois, je m'auto-flagelle, ou je me suis auto-flagellée assez souvent par rapport à ça, et en fait, de s'apporter de la douceur, parce que dans la permaculture humaine aussi, c'est comme citait tout à l'heure Jérémy, c'est prendre soin de soi, quoi, prendre soin de l'humain, et c'est pas que prendre soin des autres. Parce que pour prendre soin des autres, il faut être bien soi-même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai donné après? Du coup, Jérémy a parlé de l'écologie profonde. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, un mouvement né par Joanna Macy dans les années 70 aux États-Unis. Claire Carré, qu'on a la chance d'accueillir depuis 3 ans au Bois du Barn, fait des stages d'écologie profonde depuis plus de 30 ans en Europe, avec son association Roseau Dansant. Donc, l'écologie profonde, c'est du coup, il y a le travail qui relie. C'est comme ça que ça a été traduit en anglais, de l'anglais. C'est vraiment comment retrouver sa place, comment se sentir faire partie du tout, si je résume un peu. Après, je ne vais pas développer plus les ateliers, mais c'est
c'est des façons de faire, des exercices où le groupe de 25 personnes vit ensemble. Quand, en tout cas, ils viennent 5 jours au Bois du Barn, souvent au solstice d'été. Et donc, c'est aussi des beaux événements, mais il y a des stages partout ailleurs en Europe et en France. Donc, je vous laisserai aller découvrir ça. Et moi, je parlais de quelque chose à Jérémy aussi, c'est les hate shields qui, moi, me parlent le plus, en fait, parce que c'est vrai que dans le travail qui relie, il y a une notion autour de la souffrance et de la colère, de la tristesse. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là en ce moment avec l'éco-anxiété et tout ça. Mais moi, où la vie m'a amené, moi, à cette souffrance personnelle dans beaucoup d'épreuves et que je n'ai pas envie de faire des stages comme ça parce que ça ne me parle pas et parce que ma reliance au tout, elle est présente depuis que je suis toute petite. Par contre, les health cheese, je trouve que c'est vraiment, ça me parle plus parce que c'est lié aussi à beaucoup de spiritualité et des peuples autochtones du monde entier. Les Chills sont nés il y a une trentaine d'années. Alors, c'est John Young, qui est un Amérindien, qui a été, alors je le mets avec mes mots, hein, mandaté pour aller cueillir dans le monde entier comment la reliance à la nature se faisait et tout. Et en fait, il y a eu 8 préceptes qui en sont ressortis. Du coup, c'est d'avoir, je les nomme vite fait, hein, mais d'avoir un lieu ressource pour vraiment un lieu. Nous, au Bois du Barn, on a 24 hectares. On a des lieux qui sont consacrés. J'ai une question à poser. Ah, oui. Oui, bon, en fait, tout ce que vous venez de parler par là, ici chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés par la guerre, car pour le moment même, il y a des parties où on est en train de tuer la population. Alors je demande, cette écologie, ça ne peut pas avoir des impacts pour nous les jeunes? Est-ce que, peut-être pour comprendre mieux la question, tu es où et de quoi parles-tu? Bon, moi, je suis au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Butembo, tout près du territoire de Beni. Alors, j'ai voulu demander que la population subit beaucoup des attaques des rebelles et des tueries. Si cette écologie, ça ne peut pas toucher les enfants qui sont en train de grandir pour les traumatiser. Merci. Oui, oui. Du coup, nous, c'est vrai que toi, étant sur un autre continent, c'est complexe de transposer ce que je suis en train de dire, en tout cas, et de partager à ton échelle à toi. J'ai fait une phrase du facteur humain avec des gens en Côte d'Ivoire et c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'au niveau culturel, c'est vrai qu'on n'a pas la même histoire. Moi, souvent, quand je parle de mon expérience, je dis bien, et de mon point de vue, que c'est un point de vue d'occidental, parce que dans d'autres pays du monde, en fait, ce n'est pas du tout la même façon de voir le lien à la nature, ou en tout cas, certains n'ont pas perdu ces concepts que nous, on peut avoir, en fait, et que nous, on a perdu avec notre éducation judéo-chrétienne et le poids de la société patriarcale. Donc, je ne sais pas à quoi te répondre. Il y a quelqu'un qui est d'origine indienne et qui, j'ai entendu une fois dire, c'était est-ce que le besoin spirituel passe après le besoin de manger? Et il lui a répondu que non, le besoin spirituel était essentiel. Alors, mais c'est vrai que c'est totalement, je ne sais pas quoi en penser moi non plus. Moi, je rejoins plutôt ça, mais moi, je peux pas rencontrer. Je pars toujours de mon expérience. Parler à la place des gens, oui. Voilà. Et puis, mais moi, je suis plutôt d'accord, mais avec mon point de vue de femme occidentale du 21e siècle et avec la vie que j'ai vécue, parce que suivant où tu en es dans ton lien à la spiritualité, et que, bon, là, je vais sortir des concepts après, je ne sais pas si tout le monde peut entendre ça, mais autour des mécaniques quantiques, en fait, où à partir du moment, je pense sincèrement que quand on vit certaines choses et qu'on a envie de certaines choses, si on part des gens qui fuient la guerre, par exemple les réfugiés, ceux qui arrivent, bon, après, on les reçoit, moi, ce n'est pas comme je voudrais en Europe, mais n'empêche qu'ils ont la volonté de partir, ils ont la volonté de quitter et ils vibrent ça, par exemple. Et que moi, je pense qu'à partir du moment où on pose des envies, on pose des choses, il se passe des choses. Voilà. Mais après, je ne peux pas parler parce que culturellement, je pense que des fois, on a des fossés qui nous séparent
en termes de vision et de vie, tout simplement. Et que voilà, je dis bien que je parle juste avec mon prisme à moi. En termes d'accès cognitif aussi, parce que quand tu es en train d'essayer de survivre, c'est très rare d'avoir le temps de te poser certaines questions. Donc, en fonction de la sollicitation cognitive et de si tu es plutôt dans ton reptilien, dans ton limbique, ou si tu peux te poser tranquillement dans ton néocortex, comment, je dirais que les besoins sont complètement différents et donc, voilà, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses au même moment, en tout cas. Donc, c'est vrai que là, la personne qui vient d'intervenir, merci beaucoup déjà pour cette intervention qui arrive comme ça, un peu comme, mais qui est super parce que c'est ça l'humain, c'est ça la permaculture humaine en fait, c'est de pouvoir finalement accueillir à un moment donné un être vivant qui arrive là, qui n'a pas été planté et paf, on se retrouve tous ensemble, c'est génial. Et je pense qu'effectivement, dans des situations de grande, où on est vraiment dans le reptilien, en train de survivre, en train de lutter contre un danger, bah, moi, ce que je ressens de ce que tu viens de dire, Anne-Laure, c'est qu'il y a des choses, certainement, dans des moments d'accalmie ou quand on est ou peut-être on peut s'isoler un peu de la zone de danger et on est là en train d'essayer de survivre, justement, de rester ou de rester en vie, enfin, je veux dire, de rester, de continuer finalement à poindre vers la lumière. Et ben, il y a certainement, il y a certaines choses qu'a dit Anne-Laure qui peuvent être intéressantes à mettre en place et même sur un petit territoire, un petit carré, des petits gestes, une petite société de personnes, une famille même, qui peut à un moment donné préserver de manière très précieuse ces sujets qui ont été comment approchés, quoi. Il y a des choses à prendre, l'histoire Donc, des émotions, de je mettre en vais place passer les deux la parts. parole à Marie-Laure et à Franck. Je crois que Marie, je veux dire, Marie de Gallon a envie de parler et Franck Verguet aussi. Pardon. Essayez de vous présenter peut-être aussi. Juste, je réponds donc à la personne qui nous a interpellés. Deux choses très rapidement, enfin, dans un langage peut-être assez simple. Déjà, nous, en France, on se rend compte qu'en fait, nos terres agricoles sont pauvres et que peut-être dans quelques années, on pourra plus cultiver et manger. Donc ça, c'est quelque chose dont on prend conscience et qui pourrait arriver dans les années qui viennent. Et au-delà de parler d'écologie, on parlait aussi de permaculture humaine, qui est une sorte d'écologie profonde, de se connaître soi-même. Donc, dans toutes les situations, c'est important de se connaître pour savoir comment on fonctionne. Et par exemple, là, je suis en train de lire des choses sur le fait que les émotions, certaines émotions ont un accès direct aux muscles, par exemple, la peur. Il faudrait que je creuse un petit peu, mais ça peut peut-être nous inciter à courir. Donc, il y a quelque chose d'assez… nous, en Europe, on a oublié ce genre de choses assez simples et on essaie de recomprendre ça. Et on essaye aussi, parce qu'on vit dans des sociétés où on est déconnecté de la nature, de reprendre contact avec la nature et les humains, chose que peut-être dans ton pays, vous avez plus l'habitude de faire, mais nous, on a oublié, quoi. Voilà, je répondais rapidement avec quelques éléments. Marie de Gallon et Franck Verguet. Ouais, merci Jérémy. Bon, alors moi, je voulais prendre la parole il y a un petit temps déjà, donc ça va avoir un côté décalé, mais bon, pourquoi pas. Et déjà, la première chose que je voulais partager, c'est merci beaucoup Anne-Laure pour ce partage qui est d'une évidence en fait, avec des mots qu'on utilise au quotidien. Appréhendable par à peu près tout le monde et qui fait que, en tout cas, moi, j'entends ce que tu dis et ça me parle et que ça résonne. Donc, merci pour ça. Il y a un effort je ne veux pas dire le mot vulgarisation parce que c'est tout sauf vulgaire, mais en tout cas de transmission et je te remercie pour ça. Et je voulais revenir justement sur un moment donné, tu as parlé après avoir parlé du droit à l'erreur, tu t'es pas reprise, mais tu as ajouté le droit de s'essayer. Et en fait, il y a eu un petit débat dans le chat sur est-ce qu'on parle d'erreur, est-ce qu'on parle d'échec et tout. Et je crois que c'est l'essai qui est le plus pertinent et sans doute le plus inspirant. Et donc, on a plutôt un devoir d'essayer, voire un plaisir d'essayer. Et ce qui fait mettre l'erreur, l'échec de côté. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me motive à tenter des choses. Et puis, il se passera ce qui se passera, mais au moins, je suis dans l'énergie de l'essai. Je me suis donné les moyens. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Et donc, j'ai été très touchée par ce droit de s'essayer, que je trouve encore plus juste. Merci. Et si je me permets de rebondir, dans la permaculture, c'est ça aussi.
on s'essaye, on s'adapte. En fait, en breton, on dit azazat, c'est l'adaptation. C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on s'essaye et puis on voit ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis on adapte tout le temps, en fait. Et je pense que alors ça, c'est moi, je tire un peu le fil de la bobine, mais dans la survie de l'humanité, on a ces enjeux-là aujourd'hui. C'est comment l'humain s'adapte en fait à son environnement et au vivre ensemble, si on reste dans le thème de la permaculture humaine. Moi, j'ai vraiment besoin de dire quelque chose, que je m'occupe de une association au Congo, je pense, dans la région du... Est-ce que c'est Alexandre qui parle? C'est qui? Oui, c'est Alexandre, oui, je vais peut-être mettre ma caméra de temps en temps. Parce que Attends, Alexandre, d'abord, c'est Franck, et puis après toi. Ah d'accord, ok. Merci. Tu le notes, hein, tu n'oublies pas. Franck? Oui, je profite justement, donc merci beaucoup à l'intervention qui a été faite par rapport aux questions que l'on se pose à la présentation d'Anne-Laure. Et notamment, tu as évoqué, et Jérémy l'a rappelé, le fait que, soi-disant, dans nos sociétés, on avait le temps de réfléchir. Et je pense que c'est ce que je veux souligner par là, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, mais ça revient certainement à beaucoup plus longtemps que ça, dans nos sociétés, justement, on essaye de nous priver de ce temps-là et de nous confronter à des agressions qui, en fait, sont fabriquées de toutes pièces, de façon à ce que l'on n'ait plus le temps de se ranger, de se poser les bonnes questions, de rentrer dans ce processus de permaculture humaine, etc. Donc, c'est important de le faire. Et c'est vrai que nos sociétés, même en Europe, tu vois ce qui est en train de se passer dans certains pays, etc., des gens ne peuvent plus se poser les questions. On est chaque fois dans des contextes qui sont très différents les uns des autres, mais c'est important de pouvoir prendre ce temps et de pouvoir se détacher de cette pression qui est une pression, on va dire, médiatique, politique, culturelle, et de façon à ce qu'on puisse reconstruire. Voilà, donc c'était juste cette petite parenthèse que je voulais dire. Le cerveau vert, c'est un livre, et ils disent dedans qu'en fait, une peur chasse l'autre. Et donc, on n'a pas le temps de porter notre attention sur quelque chose qui nous arrive, qu'une autre information arrive. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement important. C'est un travail qui est extrêmement important, effectivement, que toutes les personnes qui... Quelle est la question que tu poses à Anne-Laure, alors? Non, il n'y avait pas de question, c'était pour rebondir et c'était pour bien faire cette distinction entre les situations de crise qui sont des situations de crise réelles, de confrontation à des combats qui sont réels et qu'a évoqué, je ne sais plus quel est ton prénom tout à l'heure qui est intervenu du Congo, et ça, ce sont des situations de crise réelles. Et nous, en Europe, dans certains pays européens, pour l'instant, j'espère que ça va le rester et qu'on ne va pas rentrer dans ces situations de crise réelle que tu évoques, on est confronté à des situations de crise fabriquées. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir cette situation, ce recul. Et donc, en fait, c'est un témoignage. C'est merci Anne-Laure de pouvoir nous donner cette approche et de nous dire, bon, ben voilà, venez justement prendre ce temps, cette parenthèse pour nous reconnecter à autre chose et justement qu'on essaye de prendre le plus de recul possible pour pouvoir fabriquer ce lien et ce recul par rapport à la situation qu'on vit. Se reconnecter à soi, aux autres et aux vivants, c'est ce que tu disais. Ouais, et puis je te remercie, Franck, d'aborder la notion de temporalité, parce que c'est quelque chose qui est aussi au cœur de notre fonctionnement et qui est très difficile à tenir, parce qu'on a des structures économiques. Et en fait, des fois, on a des messages. Alors, c'est pareil, je ne juge pas le comportement des gens, mais c'est vraiment éprouvant. Des fois, on répond. Nous, on a 2 heures de permanence téléphonique tous les jours, de 10h à midi, point. Et on n'est pas tout le temps au bureau. Et on n'a pas envie d'être dans une connectivité de communication immédiate. Et bien, aujourd'hui, c'est compliqué. Et même chez des gens qui sont dans les milieux alternatifs et tout ça, et ben des fois, ils ont du mal à comprendre ça. Par contre, une fois qu'ils arrivent au bois du Bard, ils comprennent parce qu'on est en zone blanche, on a quand même Internet, mais voilà, et c'est chouette de pouvoir couper comme ça, et c'est ça qu'on leur explique. Nous, ben, moi, des fois, un texto, je peux mettre, des fois, je peux mettre 3-4 jours à répondre à un texto, hein, si je vois qu'il n'y a pas d'urgence, en fait, et c'est pas grave. Mais c'est pas simple d'aller à le contresens du poids sociétal, par contre. Voilà, merci Franck.
Oui, j'ai fait une fresque sur adopter le rythme de la nature et on a mis 2 h 30 pour se rendre compte que c'était vivre à son rythme. Mm. Alors, très rapidement, les 2 questions, parce que je voudrais qu'on parle de Regeneration Camp avec votre avis sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience justement dans un écolieu. Qu'est-ce qu'on pourrait vivre pendant 3 jours qui nous régénérerait, qui nous ferait du bien, qui nous permettrait de nous connecter à nous-mêmes, aux autres et aux vivants et de revenir eh ben, tout Moi, fringant. donc, Alors, Alexandre, attends, parce que j'essaie de faire un homme, une femme. Je sais que j'ai déjà fait attendre, mais il ok. y a Charline qui pose une question. Est-ce que, Anne-Laure, tu peux revenir sur les principes de John Young? Et peut-être, Charline, tu peux préciser ta question. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? C'est parce que tout à l'heure, j'ai commencé à énumérer les 8 principes de Hate Shields. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'elle veut que je redéfinisse un peu. Ça peut être Après, noté. Est-ce que ça peut être noté le nom de cette personne-là? Ça serait intéressant qu'on puisse la retrouver. John Young. Je ne sais pas si Jérémy peut noter ou si quelqu'un. Le A-Shift, tu l'as dit plusieurs fois, mais je n'arrive pas à savoir de quoi tu parles. Enfin, j'arrive pas à C'est l'écrire. en fait, c'est hate, mais j'ai un super accent anglais, c'est pour ça. Et Shields, c'est S-H-I-E-L-D-S. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat que je le copie-colle? En fait, si vous allez sur Internet, vous allez avoir accès à tout ça. Hein, donc, oui, mais moi, j'arrive pas à décoder. mais Donc, ok. Oh là là, ok, d'accord. là, oui, bah, il est J'étais très, très super, loin. mon accent J'étais anglais. très, Moi, très je loin, comprends quoi. pas. Et ok. Donc, bah, justement, Alexandre, tu avais une question ou c'était celle-là? Non, moi, c'était important parce que je voulais juste te dire que c'est compliqué d'accueillir la situation des gens qui ne sont pas comme nous en Europe et qui n'ont pas, on n'est pas dans des vraies urgences, parce que, ouais, mais je voulais juste témoigner là-dessus, parce que c'est confrontant. Voilà. Je voulais juste te dire ça, c'est confrontant. Et je pense que moi, quand je fais le lien avec un écolieu, c'est la question que je voulais poser à Anne-Laure par rapport à l'accueil de gens qui peuvent être en fragilité, en difficulté, ou dans des situations qui ne sont pas celles de tout le monde. Voilà, c'est la question que je voulais savoir. Et en plus, tu parles d'une zone blanche. Et comme moi, je suis un peu sensible aux ondes, je voulais savoir si vous avez déjà eu le cas de gens sensibles aux ondes qui sont venus chez vous et comment ça s'est géré. Voilà. Les électrosensibles, on en a souvent parce qu'on a assez identifié après 10 ans de vie dans ce sens-là. Nous, on travaille en filaire au maximum. Voilà. Après, on est assez sensible à l'accueil des personnes en situation de handicap parce que Gilles, le cofondateur avec moi, qui est le père de mes enfants, a un handicap cognitif à 80%, donc suite à une rupture d'anévrisme. Moi, c'est quelque chose qui est assez sensible parce que ça a été complexe de trouver des solutions pour l'intégrer dans nos processus de décision, parce qu'un handicap cognitif ne veut pas dire qu'il a des capacités intellectuelles en moins, c'est juste que pour s'exprimer, parfois, c'est complexe en termes émotionnels ou en termes de mémoire et tout ça. Donc, du coup, on est assez sensible au sujet. J'ai 3 enfants, 10 et j'en passe des meilleurs. Donc, voilà, on est sensible en tout cas à l'accueil de l'humain tel qu'il est. Et du coup, on fait du mieux qu'on peut. Par contre, c'est important aussi de ne pas avoir forcément d'attente parce qu'il ne faut pas trop avoir de projection parce que souvent, quand on en a trop, on idéalise. Et puis, je sais que dans certains cas, il y a des gens qui sont arrivés sur le lieu d'accueil et ils sont repartis 1 heure après en disant que ça ne correspondait pas aux photos. Et du coup, voilà, c'est aussi se laisser garder l'esprit ouvert dans notre façon d'accueillir. Voilà, j'ai dit. Bon, sur peut-être une discussion. Merci Anne-Laure, ça me va. Ouais. Au plaisir de continuer nos échanges. C'est vrai que moi, j'ai progressé, c'est faire progresser les plus fragiles. J'ai appris ça à un moment donné. Non pas que j'y passe beaucoup de temps, mais j'ai appris ça. Et ça fait progresser la société. Et donc, oui, donc si on doit imaginer des retraites de 3 jours entre les 10-20 personnes, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui aujourd'hui pour nous, citadins déconnectés de nous-mêmes, en crise de lien avec les autres, où on ne sait plus ce qu'on mange, d'où ça vient, le nom des arbres, le nom des animaux, et bon, sans être pour autant éco-anxieux, mais pourquoi pas en étant éco-anxieux, mais juste voilà, en se disant que ça nous ferait du bien de nous poser pendant 3 jours. On va où? On fait quoi? Est-ce que ce qu'on dit là, c'est utile? Parce qu'après tout, on peut très bien prendre une chambre d'hôtel pendant 3 jours à Étretat.
Voilà. Sympa être auteur aussi. On peut. On m'a proposé ça, tiens. Et donc, du coup, comme je dois me former à la fresque de la biodiversité, peut-être que je ne pourrais pas y aller. Bon. Mais voilà. Et puis, mais il y a une proposition voilà, d'aller dans une ferme permacole en Normandie. Donc là, je ne sais plus quoi faire. La fresque de la biodiversité, être tas avec mon chéri, aller dans la ferme permacole, voilà. Voilà, un peu. Bon, donc, question ouverte. Donc, moi, j'ai envie de les appeler Regeneration Camp. Voilà, avec l'association, on a quand même 300 consultants en coaching, en plein de choses. On est capable de tout faire. Et j'ai envie qu'on se pose 3 jours ensemble. Voilà. Et que ça s'appelle Regeneration Camp. Et c'est moi qui l'organise, c'est quelqu'un d'autre. C'est quand on veut. Il y a une liste de 5, 6, 10 endroits. Ils existent déjà. Voilà. Il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de. Voilà, je serais ravi qu'on dise que j'étais à l'origine du nom et c'est tout, quoi. Un exemple, Anne-Laure, pour nous lancer, peut-être, quand tu parlais des camps pour enfants, ce que tu fais avec les camps pour enfants. Ouais, alors on a eu la chance de passer dans Échappée Belle sur France 5 début octobre, où on parlait de nos camps trappeurs. C'était Petit Breton des mers et Petit Breton des terres. Donc nos camps trappeurs, là, c'était spécifiquement en breton pour Échappée Belle, mais on a aussi des camps en français. Et du coup, l'idée, c'est que l'enfant il redevienne acteur en fait de ses vacances dans le cadre qui est le nôtre, hein, donc une ferme bio au milieu des bois, sous tente. Et du coup, pour les enfants, en fait, pour les encourager à participer activement à la création de leur séjour, ben, par exemple, on a un animateur pour 5 au lieu de 1 pour 12. C'est-à-dire que déjà, l'encadrement, il est doublé pour qu'il y ait plus d'adultes. Il y a un cuisinier qui fait à manger végétarien avec des produits bio, locaux et de saison. Et les enfants aident, ceux qui ont envie, aident au repas. Et du coup, l'idée, c'est de redonner des responsabilités aux enfants et qu'ils fassent leur choix, en fait, en conscience de ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas. Et c'est toujours pareil, c'est OK si ça ne plaît pas, mais du coup, de réfléchir à pourquoi ça ne plaît pas. Et si ça plaît, d'aller voir qu'est-ce qui anime en soi, en fait. Donc, si on parlait de camp pour les grandes personnes, ben, ça serait un peu de refaire ça, en fait, de faire à manger sur un feu de bois, comment on allume un feu de bois, parce que nous, on le vit aussi dans les gens qu'on accueille sur la partie plus touristique. Ben, on a une roulotte et des yourtes, et puis des fois, les gens ne savent pas allumer le poêle à bois. Ben, du coup, c'est que les gens viennent réapprendre ça. Qu'est-ce que c'est du bois sec? Comment on fait à manger sur du feu? Puis de redonner de la saisonnalité aux légumes en allant au bourg à Mélionnec d'aller chercher des légumes si on n'a pas assez au potager. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, pour moi, c'est aussi construire ce week-end ou ce temps-là avec les participants qui sont là. C'est quoi leurs attentes? C'est de quoi ils ont envie de parler? Est-ce que c'est plutôt une soirée veillée feu de camp où on invite des musiciens trad breton puis on danse? Enfin, je pense que ça, c'est personnellement, nous, dans notre pédagogie qu'on utilise souvent, ben, c'est aussi que chacun est acteur, en fait. C'est l'éducation populaire dans le pur esprit qu'on peut connaître. Chacun peut aussi apprendre les uns des autres. Ce n'est pas que ceux du Bois du Barn qui sont sachants aussi. Et ça, c'est important. Voilà. Et tu me disais aussi qu'on peut imaginer des expériences comme dormir à la belle étoile et entendre le bruit de la nature, je Oui. crois. Ben, en fait, souvent, dans les retours que nous, on peut avoir sur le camping, c'est que des fois, ce qui déroute les gens, c'est d'avoir un silence incroyable, puis des fois d'avoir les chouettes là, qui parlent, la femelle qui avait le mâle, et puis d'être envahi quelque part, soit par le silence, parce que le silence peut être envahissant quand on n'a pas du tout l'habitude d'y être confronté, ou soit les cris des animaux, quoi, le chevreuil en rut, le renard, enfin voilà, il y a plein de bruits étranges qui, maintenant, quand les gens habitent en ville, sont complètement déconnectés, quoi. Quel genre de rituel on pourrait avoir? Un rituel des êtres vivants, ça serait quoi pour toi un rituel des êtres vivants? Un rituel des êtres vivants, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mmh. Ça peut être autour du feu, ça peut être… Moi, je trouve que, alors moi, je vais partager mon petit rituel à moi, c'est le matin. Moi, je suis quelqu'un de très matinal et en fait, c'est prendre un temps au lever du soleil. Alors, suivant l'heure, ça dépend où il en est, mais de prendre ce temps de se sentir relié, en fait, de sentir, c'est la méditation de pleine conscience, hein, c'est de lâcher un peu le mental et de ressentir juste avec son corps tout ce que ça nous procure en termes de sensations, que ce soit avec l'ouïe, le vent dans les arbres, le vent qui nous frôle les joues,
toutes ces sensations, des fois, on est complètement déconnecté, quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est mon rituel à moi. Marie? Moi, j'aime bien ton rituel. Moi, je commence à le faire en ce moment, de me réveiller doucement, sans réveil, et d'essayer de sentir une émotion. Enfin, une sensation plutôt qu'une émotion. Ouais. Marie? Ouais, tout à l'heure, on a parlé du temps, hein, la notion du temps. Et là, je viens d'entendre la bombe atomique lâcher le mental. Et du coup, bah voilà, moi, dans un Regeneration Camp, le nom est génial, hein, Jérémy, donc garde-le, enfin, je le trouve top. J'aimerais bien qu'on m'apprenne à lâcher le mental parce que ces injonctions à lâcher le mental, lâcher prise, lâcher, alors, sans doute que la connexion avec la nature est une façon d'y arriver, mais voilà, nous emmener en conscience vers cet état où on est dans cet instant présent et on arrive à faire abstraction du passé, de nos projections futures. Et en fait, c'est facile à dire, lâcher le mental, mais à titre personnel, je trouve ça très difficile à faire. Ça me donne envie. Bah après, je te rejoins parce que même si j'ai ces pratiques-là, moi j'ai un mental qui est très envahissant aussi et c'est pas simple parce que le naturel il revient au galop. Hein. Donc, mais moi j'ai la chance de vivre où je vis et d'avoir construit ça autour de moi et voilà, marcher par exemple, la marche afghane ou la marche méditative. Enfin, ça c'est des choses où quand on le fait en conscience, il y a un moment le mental il switch en fait et où on est vraiment dans ce qu'on fait. Mais après c'est aussi moi maintenant il y a des fois il y a des choses qui me saoulent, hein, faire la vaisselle. Mais du coup, de me dire ça va être un moment joyeux et du coup, je me mets vraiment dans ma vaisselle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et du coup, là, je le fais vraiment en conscience. Et du coup, on prend plus de plaisir à faire ce qu'on fait aussi. Oui, c'est vrai que dans l'action, on lâche un peu le mental. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle accueille ses émotions, alors elle lui donne un espace dans son espace, entre guillemets mental, et que si tu laisses de l'espace pour les émotions, quelque part, elles flottent et elles s'en vont, ou tu les contemples et en fait, le rationnel et l'émotionnel cohabitent d'une façon voilà, non conflictuelle, on va dire. Et peut-être après, enfin voilà, je sais pas, des idées, peut-être quelqu'un d'autre. Ouais. Mais du coup, ce qui pourrait, pardon, je reprends la parole 2 secondes, mais je trouve ça très inspirant, c'est-à-dire qu'il y a aussi eu des propositions dans le chat, on voit là 3 personnes s'expriment avec 3 possibilités différentes, et c'est là aussi où l'intelligence collective peut être intéressante, c'est du partage de bonnes pratiques, et après à chacun d'y piocher celle qui va lui correspondre, et de s'engager à la mettre en œuvre et créer une nouvelle habitude. Et je trouve que c'est là où le fait d'être à plusieurs prend tout son sens. Voilà, et je me tais. Il faudra faire des cercles de parole dans les Regeneration Camp, des cercles où on se pose et… Moi, j'avais envie de juste partager, parce que j'ai mis un lien. Je cherche un écolieu depuis longtemps qui aurait voulu faire un séjour. Aussi, je crois. Oui, je l'ai mis dans le chat. Un séjour où on fait un peu de digital detox, c'est-à-dire qu'on se déconnecte un petit peu, puis on apprend. Tu cherches. J'ai pas compris ta demande. Oui, parce que je pense, quand tu as fait ta demande, quelles seraient les propositions pour 3 jours de ressourcement? Moi, je me suis dit, le projet que j'ai dessiné avec d'ailleurs un compagnon Oasis qui est connu, Maïté, qui est graphiste là. Donc on a dessiné ça ensemble. Ah, Maïté, oui, je connais Maïté. Avec Maïté, voilà, on a fait un travail ensemble, plusieurs séances, etc. Où j'ai dessiné un projet d'une rencontre en sobriété numérique dans un écolieu. Donc c'est le lien que j'ai mis. Et comme en plus, tu me dis que tu es en zone blanche, en plus que vous êtes prudent à ce niveau-là, alors sans être contre la technologie, mais pouvoir découvrir des tas de choses importantes. Moi, j'ai reçu déjà des architectes bio en séjour chez moi pour leur montrer comment on fait pour faire attention, pour utiliser la technologie à bon escient, disons pas se faire mal pour rien. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'avais envie de répondre à la question de Jérémy par cette proposition, mais il n'y a pas d'urgence pour moi. C'est le bon moment. Ma contribution à la soirée. Voilà. Tu as une idée, elle a un lieu, et puis voilà, on peut. Voilà. Moi, je peux inviter des gens, et puis voilà. On va bientôt se quitter. Alors, moi, j'aimerais bien pour ceux qui le peuvent, mettez votre vidéo, que vous rendiez un peu votre énergie, que vous donniez un petit peu d'énergie à Anne-Laure. Parce que là, c'est vrai que c'est un ordinateur, on ne se voit pas en vrai. Donc, si vous pouvez, avant qu'on parte, chacun, mettre votre vidéo, ça serait cool. Je vois Angela, je vois Jeanne Salomé. Ça va, Jeanne?
Et donc, il y a certaines têtes, finalement, que je me dis, ah, mais je les connais. En fait, on se connaît. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un petit moment là? Chanter une chanson, moi je chante très faux. Sourire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui a une idée de... Déjà, sourire, c'est pas mal. Parce que c'est un bon moment là. Elle a partagé des choses sincères, effectivement, avec des mots simples. Mm. Une petite chanson sur la nature, je peux vous partager si vous avez envie. Un truc simple à faire, si vous avez envie. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, on chante ensemble. Trouve ta joie dans les choses simples venant de la terre. Trouve ta joie dans le soleil qui brille et la rivière qui chante pour toi. Écoute le vent, écoute la rivière, entends ce qu'elle te chante. Chantant hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya ho. Chantant hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya ho. Merci. Voilà. Moi aussi, je vous remercie. Je réponds au nom d'Enoch. Enoch Kakule depuis Butembo. T'as pas ton micro, Jérémy. C'était ton prénom, c'est ça? Oui, c'est mon prénom. Mon prénom, c'est Enoch. Enoch depuis Butembo, au nord Kivu. Au nord du Kivu. Mm. Au nord Kivu, je réside à Butembo, Butembo ville. Si vous prenez la carte de la RDC, vous essayez de voir l'est du pays. C'est là où je reste. Merci d'être là avec nous. Oui, oui. On va aller voir où tu es. Oui. Merci à tout le monde. Je vous dis bonsoir. On va tous Merci. rejoindre nos amis, nos proches, et on va chacun prendre soin de soi et des gens tout proches de nous. Et, merci tout le monde. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Bonne Oh, soirée. Pour merci. ces partages, au plaisir de se rencontrer. À Oui. Avec plaisir. À On parle bientôt. à Au revoir. À bientôt. Au revoir.